Bonjour, bienvenue sur le bilan, cette nouvelle édition Ligue des Champions. Mon nom est Los Santos. Je vais vous présenter les spécialistes qui sont là avec moi. On a Amadou, Nuvin, Mamadou, Aruna, Loïc. Et on a aussi un invité spécial qui est là avec nous aussi, Simon. Comment vas-tu? Plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Plaisir aussi. Simon, vite fait, on va commencer avec toi. Parle-nous vite fait, où as-tu commencé ton parcours footballistique en tant que Alors, mon supporter? parcours footballistique, il a commencé en 98. J'avais 4 ans, avec la victoire de la France à la Coupe du Monde, évidemment. Et puis ensuite, j'ai commencé à m'intéresser au foot de plus près en 2001-2002, à l'époque de Ronaldinho au PSG. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à soutenir le Paris Saint-Germain. Et j'ai toujours le souvenir de ma première rencontre au parc. C'était un PSG Nantes. Le PSG l'avait emporté 3-2, pardon. Et c'était l'époque où Landreau était toujours gardien de Nantes. Et depuis ce match-là, disons que j'ai toujours été un supporter fervent du PSG. Et j'ai suivi les années dramatiques, 2006, 2007, 2008, le sauvetage d'Amara Diané, etc. Donc bon, voilà. Donc j'ai toujours aimé le foot, visionné le foot, mais pas seulement. J'ai joué aussi en club pendant 5 ans à Paris, quand j'étais au collège et au lycée. Là, j'ai un peu décroché ces dernières années, mais bon, je me tiens toujours informé des infos footballistiques. Voilà. Merci. Bon, on va commencer avec les thèmes. Premier thème, malgré CR7, Lyon tient sa qualification. L'Olympique lyonnais tient son exploit, même dominé par la Juventus de Turin, 2-1 ce vendredi, lors de la manche retour. Le club rondonien a validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions grâce à la règle du but à l'extérieur après la victoire de l'aller 1-0. Le deuxième thème, Varane et le Real en enfer. Pour la première fois de sa carrière d'entraîneur, Zinedine Zidane n'ira pas au bout en Ligue des Champions. Battu 2-1 à domicile à l'aller, son Real Madrid s'est à nouveau incliné sur le même score face à Manchester City, 2-1 ce vendredi. Au retour, et les merengues prennent la porte en 8e de finale, comme la saison passée. Les spécialistes vont débriefer ces deux cas-là. Et à la fin, on a petite édito de Nuvin à la fin. On va commencer avec Amadou. Le match de Lyon, est-ce que c'était un match difficile pour eux? Bah oui, bah écoute, déjà c'est un exploit qu'ils ont fait Lyon, parce qu'on en a parlé avant dans les spécialistes. La Juve, on savait très bien que la Juve allait pas très bien. On savait très bien que Lyon avait la possibilité de passer et ils l'ont fait. Donc après, moi, je vais être un petit peu plus sévère parce que je trouvais que c'était une Juventus qui manquait de créativité et que je pense que, je vais peut-être dire que j'exagère, mais je pense que Lyon aurait même pu se rendre le match peut-être plus facile en marquant ce deuxième but. Parce que je pense que si jamais il marque le deuxième but, je pense que c'est définitivement terminé. Le fait que Ronaldo marque le deuxième but, c'est qu'il aurait pu faire la différence à n'importe quel moment. Ils se sont fait peur derrière. Donc, ce qui fait que s'ils prenaient le troisième but, ça aurait été très compliqué. Mais voilà, ils ont fait face, ils ont fait preuve de solidarité. Donc je pense que c'est quand même une grosse performance qu'ils ont réussi à faire, que les Lyonnais ont fait. Donc moi, je leur dis juste félicitations à Lyon. Mamadou? Ouais, pareil, franchement, c'était une grosse surprise au terme des résultats, mais quand tu regardais la dynamique de la Juventus, pas tant que ça. Ils ont gagné là, après le
vide, bon, ils ont gagné leur championnat, mais c'était un peu compliqué. Ils ont gagné à un point de l'Inter, si je me souviens bien. Et voilà, quoi, ils ont abordé le match avec beaucoup de crainte. Voilà, Sarri, il n'avait pas d'option, tactiquement, il était très, très limité, avec des joueurs qui ne savent pas trop jouer ensemble. Et du coup, Lyon a profité de cette opportunité pour pouvoir se qualifier. Donc voilà, ils avaient besoin de perdre de 1 et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Du coup, je pense ils sont très, très contents de leur résultat. Ils ont plus géré ce qu'ils ont fait au match aller. Je pense que c'est Loïc. Alors, moi d'abord, je vais vous emmener dans un peu de statistiques. Donc, on voit bien sûr la Juventus qui a complètement dominé ce match, donc avec 63% de possession contre Lyon qui a 37%. Lyon qui a 18 fautes quand même, 18 fautes et qui a eu seulement 2 tirs cadrés contre la Juventus avec 6 tirs cadrés. Mais maintenant aussi, ce que j'ai vu dans le match, c'est une équipe de la Juventus qui a pas vraiment proposé un jeu, beaucoup d'individualisme, notamment, heureusement, comme Mamadou l'a dit, avec Cristiano Ronaldo. Ce qui est encourageant, c'est que, bon, je vais applaudir aussi, parce que voilà, on l'a beaucoup critiqué, mais Rudy Garcia qui a quand même qui a réussi à mettre son bloc en place. Et voilà, bon bah ils ont quand même tenu. Il a lancé, il a donné la chance à voilà quelques joueurs, notamment le jeune Kakere qui a fait un très bon match. Marcelo, le défenseur, qui était capitaine, je pense, qui a aussi fait un très bon match. Maintenant, ce qui me fait un peu peur, c'est en attaque, Lyon, franchement, il y a personne, quoi. Il y a personne. Je pense que c'est la pire attaque depuis qu'on avait les Frédéric Kanouté, Désiré Job, Alain Caveglia. Depuis ça, voilà quoi. Je vois pas qui peut faire, qui pourra faire cette différence contre. Excuse-moi de te couper, mais je préfère que tu me sors des noms comme Sonny Anderson, mais tu sors des Kanouté, s'il te plaît. Non, mais attends. Non, mais c'est ce que je dis. C'est la pire attaque en fait. Depuis ça, parce que après les Kanouté, on a eu Tony Vérel et Sonny Anderson, c'est là qu'ils sont venus. Eux, ils sont venus après, tu vois. Donc voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des gros attaquants. Il y a eu Lisandro, il y a eu Anderson. Non. Oh, tu m'as pas compris. Attends, j'ai dit, c'est la pire attaque depuis. Tu vois. Mais après, je sais qu'après, il y a eu les Lisandro, les Fred, tout ça. Mais voilà, je vois pas une pire attaque que cette époque-là, tu vois. On va laisser Aruna parler aussi. Alors moi, j'avais félicité Lyon après le match, je pense que tout le monde. Et après exploit, je ne sais pas si c'est forcément le bon terme, parce que le match, ça s'est quand même joué, enfin la qualif, ça s'est joué sur 2 matchs, aller-retour. Ils gagnent chez eux à l'aller, ça c'est l'exploit, c'était la surprise, personne ne s'y attendait. Et le match retour, ça se passe à la Juve. Et en plus, Lyon marque un premier. Et je pense qu'ils se sont mis dans les meilleures conditions tout de suite. Enfin, dans les meilleures conditions possibles, en tout cas. Ils ont marqué un premier et ça a augmenté la pression sur la Juve. Il a dominé, parce qu'il n'y avait pas d'autre choix que de dominer, parce que Loïc a sorti les stats. Mais la domination, elle était. Je ne dirais pas que c'est stérile, mais voilà. C'est normal. Voilà. Lyon arrive à la Juve, ils marquent un premier, ils ne vont pas se battre, ils ne vont pas aller chercher non plus à avoir la possession jusqu'au bout. Donc c'est normal que la Juve pousse et que c'est le gagner. Et après, ce n'était pas une meilleure Juve, donc ça, on peut comprendre aussi. Ce n'était pas une meilleure Juve, mais je dirais bravo à Lyon. Toutes les faiblesses que tu as citées, Loïc, c'est peut-être au final, ce sera peut-être au final leur force.
Peut-être qu'ils ont conscience de ça et collectivement, ils vont se passer et aller le plus loin possible, hein, pour eux. Nuvin? Ouais, un peu d'accord avec d'accord avec ce qui avait été dit, mais ouais, la qualif elle joue sur 2 matchs, même si c'était le premier match il était en mars. Et sur les 2 matchs, la Juve, ils ne méritent pas de passer, clairement. Ils ont fait trop peu en termes de créativité, en termes d'occasions proposées, en termes de jeu, tout simplement. Hein. Quand tu es la Juve, tu ne peux pas te contenter juste comme option numéro 1 et seule et unique option de donner le ballon à Cristiano Ronaldo et de laisser le garçon marquer, tu vois. Bon, après, il y a Dybala qui était blessé, mais bon, ça, c'est un fait c'est un fait de jeu. Mais depuis le retour du confinement, la Juve, c'est pas terrible, hein, on va pas se mentir. C'est pas, ils sont fait même dans les gros matchs contre Milan, ils menaient 2-0, ils ont perdu 4-2 contre l'Atalanta. Moi, j'ai vu le match, ils se sont fait dominer chez eux. L'Atalanta, je crois, avec 80 possessions, ils ont fait 2-2 sur 2 pénaltys miraculeux sur deux mains. Et sur le contenu, c'est extrêmement décevant de la part de la Juve. Et quand Loïc dit qu'ils ont dominé en termes de possession, moi, j'ai regardé la rediff du match. Il n'y a pas pléthore d'occasions. Hein. Franchement, c'est pour Lyon, ça me fait un peu chier de dire ça, mais la qualification, elle est méritée autant sur match aller que sur match retour. Et après, il y a quelque chose sur lequel je ne suis pas d'accord avec Loïc, de mettre le Rudy Garcia, de glorifier Rudy Garcia. Rudy Garcia, après, à part bétonner, c'est rien faire. Hein. Et défendre, c'est comme José Mourinho. Hein. Défendre Mamadou, Aruna, Loïc, Simon, on peut tous le faire. Hein. Jouer en 5-3, 5-4-1. Et ça, on peut tous le faire. Hein. On l'aurait tous fait et on serait tous qualifiés. Mais voilà, il y a un manque d'initiative flagrant. Il aurait pu jouer autrement. Hein. Tu avais Dembélé sur le banc. Il a choisi Karl Toko et Kambi. Il a fait des choix hein, avec le petit Cacré. Bon, c'est un bon joueur. Mais voilà, ils sont pas créé beaucoup d'occasions. Ils ont défendu plus qu'autre chose. Ils sont qualifiés. Mais voilà, exploit, quand on regarde le match aller, ouais, on parle de toi parce que c'est la Juve. Mais sur le contenu des 2 matchs, la Juve, ça n'a pas été extraordinaire. Et ouais, c'était très décevant. Et en termes de créativité, voilà, peut-être qu'ils n'ont pas les joueurs pour faire autre chose. Et comme je l'avais dit je ne sais pas si la semaine dernière ou il y a 2 semaines, moi je sentais que Sarri allait se faire dégager. Et voilà, ce qui s'est passé. Hein. Ils l'ont viré. Ils l'ont viré. Et après, je reviendrai sur un état de la Juve un peu plus global dans l'édito. Mais je trouve que le terme exploit, il est un peu grand parce qu'on n'a pas l'habitude. La Juve se faire sortir par un club français, je crois que c'est jamais arrivé. Donc, Bon, on va laisser, bien vu pour Lyon. On va laisser la parole à Simon. Alors moi, d'abord, je pressentais victoire lyonnaise, enfin une qualification lyonnaise. Moi, elle ne m'a absolument pas étonné. Je pense que contrairement au Paris Saint-Germain, Lyon a cette expérience en Ligue des Champions, d'avoir sorti des gros par le passé. On peut évoquer les années 2000 où ils mettaient des raclés au Real Madrid, etc. Donc je pense que c'est resté dans l'identité lyonnaise en Ligue des Champions. Ils sont toujours capables de nous sortir des prestations inattendues. Il est vrai que Rudy Garcia a aligné son équipe d'une manière timorée. Il voulait absolument tenir le résultat du match aller. On peut en être déçu, certes, mais à vrai dire, je pense que c'était plutôt une décision légitime de fonder cette équipe pour le match retour sur une assise défensive. Voilà, je pense qu'il va nous falloir plusieurs années en France aussi pour retrouver la confiance et nous dire « Ah oui, nous, Français de Ligue 1, nous sommes en mesure d'affronter des cadors. » Parce qu'en France, il y a tout de même un défaitisme chez nos experts, nos spécialistes football, etc. Il y a toujours un défaitisme qui sous-tend que le football français est faible par rapport au football italien, espagnol ou anglais, etc. Et c'est vrai que ces derniers temps, la Juve, depuis la fin du confinement, depuis la reprise de la Serie A, a livré des prestations moyennes. Lyon, qui a joué plusieurs matchs amicaux plus la finale de Coupe de la Ligue, a fait beaucoup moins de jugeote, beaucoup moins d'entraînement, mais est parvenu quand même à se qualifier. Donc je pense qu'on en revient aussi à l'éternel débat du véritable niveau du football français et du dénigrement de celui-ci par ces analystes. Voilà, en tout cas, moi, je n'ai pas été étonné par la qualification lyonnaise, pas du tout. Amadou. Ouais, moi, je vais revenir sur la position. Donc, tout à l'heure, Loïc, tu parlais des statistiques de 60% de position de balle.
Quand tu joues au foot, la position, en fait, ça veut tout et rien dire. Parce que moi, je sais que quand je joue au football, quand on joue contre des équipes, on s'en foutait qu'ils aient la position. À part ce moment où les mecs ne touchaient pas nos intervalles, ils ne transperçaient pas nos lignes, il n'y avait aucun danger. Ça devient dangereux à partir du moment où ils arrivent à trouver des intervalles, à trouver de la verticalité. Mais les 60% de position de balle qu'on a vu sur la Juventus, c'est voilà, le bloc de Lyon était en place. Ils ont bien fermé les lignes, etc. Les seuls moments où la Juve est passée, c'était sur un exploit parce que il faut qu'on parle du numéro de, je ne sais plus, sur la ligne de touche là. J'ai trouvé que les défenseurs étaient d'une facilité, d'une naïveté rare. Heureusement qu'il y a eu l'intervention de je ne sais plus quel des défenseurs. Et ensuite, il y a eu l'exploit individuel de Ronaldo, mais en dehors de ça, sur des phases de jeu où ils sont transpercés les lignes, il n'y avait quasiment rien. Aucun décalage, quasiment rien. Donc, 60% de position de balle pour faire des passes en arrière, pas passer les intervalles, pour moi, il n'y a aucune utilité. Donc, c'est 60%, plus de 60% de possession de balle et plus de genre 16 tirs. Pour toi, c'est pas, ça veut pas dire qu'ils ont dominé. Pour moi, faire une frappe de corner, ça ne sert à rien. Parce que quand on parle de position de City, par exemple, City, dans leur position, ils sont beaucoup dans le camp adverse et ils passent beaucoup par les intervalles. Ce qui fait qu'ils se retrouvent avec beaucoup de situations dangereuses. Dans le match contre Lyon, tu peux me dire combien de situations dangereuses de la Juventus il y a eu? Franchement, je n'arrive pas à voir. À part les histoires individuelles, sur des phases de jeu où tu passes les intervalles, tu trouves les lignes, etc., tu arrives à te retrouver face au but. Je suis désolé, on parlait de la Juventus qui est en manque de créativité. Le jeu de la Juventus, je pense que c'était assez pauvre. Hein. Donc, après, voilà. Donc, la position du Barça avant, c'est que quand le Barça avait la position, c'est que non seulement ils avaient la position, mais ensuite, ils cassaient les lignes en même temps. Donc, ce qui fait que dès qu'ils perdaient le ballon, ils récupéraient le ballon dans le camp adverse, ils restaient dangereux. La Juventus, dans sa position, n'est pas dangereux. C'est ça que je mets en avant, en fait. Donc, tu penses qu'ils n'étaient pas dangereux parce qu'ils sont faibles ou ils n'étaient pas dangereux parce que le bloc lyonnais était bien en place? Je peux répondre à ça. Je peux répondre. En fait, ils n'étaient pas dangereux parce qu'ils n'avaient pas de solution. En fait, comme ils t'ont dit tout à l'heure, Nuvin, etc. Ils se basaient quoi sur un milieu qui a pas de créativité. Rabiot, bon, je suis jamais un Rabiot, tu vois, mais c'est pas le mec qui va te créer des différences. Pareil pour Betancourt. Pjanic aussi, il n'était pas au top, quoi. Après, t'as qui devant? T'as Higuaín, il ne servait à rien du tout. Et en fait, tu vois, et même sur le banc, il n'y a pas de solution. Quand tu vas sur le banc, il n'y avait personne. Tellement qu'il n'y avait personne, ils ont même fait rentrer Dybala. Et pour le faire sortir juste quelques minutes plus tard. Donc, il était vraiment limite, il n'y avait pas d'option, quoi. Et ça, tu vois les limites de la Juve, où tu te bases tout sur Ronaldo et tu ne construis pas autour de lui. Et l'erreur qu'ils ont fait, la Juve, je pense qu'ils auraient dû faire une équipe comme le Real Madrid, construit autour de lui, où lui, il est finisseur. Mais là, tu vois vraiment les limites de cette politique. Où ils n'avaient vraiment aucune solution. Ouais. Oui, mais moi, je suis d'accord avec ces analyses-là. Hein. Parce que j'ai regardé aussi les stats rapidement, Loïc, de mon côté. Ok, la Juve, ils ont fait 6 tirs cadrés. Lyon, ils en ont fait 2. Bon, un écart de 4, c'est pas exceptionnel. Et Lyon a concédé 3 corners, la Juve en a concédé 3. Donc, tu vois, c'est égalité. Et au final, la Juve, ils ont fait 412 passes, Lyon 305 passes. Tu vois, avec toute la faiblesse de Lyon, en réalité, ils n'étaient pas si loin que ça de la Juve, quoi. Et un truc que je veux rajouter aussi, c'est que n'oublie pas le contexte. Parce que quand tu vois le scénario du match aller où tu gagnes 1-0 à domicile, Lyon avait juste besoin de marquer un seul but et la Juve devait en marquer 3 pour se qualifier. Donc, quand tu as ce scénario-là, tu sais très bien comment ils vont jouer, il n'y a pas de surprise, quoi, tu vois. Je vois pas une équipe ils n'ont pas besoin de marquer plus qu'un but, aller se jeter en attaque pour marquer, tu vois ce que je veux dire. En plus de ça, pour c'est que juste un truc sur la position là, de balle, c'est qu'en fait, c'est que Juventus a eu beaucoup la position, mais je crois que, si je me rappelle bien, sur le match, Lyon a obtenu un penalty sur une seule accélération. C'est-à-dire qu'ils ont transpercé, je crois que c'est Aouar qui fait une remontée, qui reçoit le ballon, etc. Et tout. Ils ont cassé une ligne directement, ce qui fait que Lyon a été, je dirais bien même, plus dangereux que Lyon. Ils sont créés plus de situations parce qu'ils ont réussi à casser les lignes pour se créer des situations. Et Lyon, et en fait, la Juve n'a pas réussi à le faire.
Donc en fait, la petite déception que j'ai, c'est que je pense que Lyon aurait même pu se permettre d'être un peu plus ambitieux parce que dès qu'ils récupéraient le ballon, ils étaient dangereux s'ils se projetaient vite. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc en fait, C'est ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit. En attaque, il n'y a personne en fait. C'est qui peut faire la différence? Qui peut non mais justement, même voilà. s'ils n'avaient personne devant, même s'ils n'avaient personne de devant, à partir du moment où tu casses une ligne, tu te retrouves en supériorité numérique. Ça veut dire qu'en gros, que tu as plus de joueurs offensifs que défensifs. Il suffit que tu fasses un décalage et c'est terminé. Donc c'est comme ça que Lyon a pu marquer ce but-là. Donc même sans attaquant de talent, je pense que Lyon aurait pu marquer un deuxième, voire un troisième but. Bien sûr, mais j'ai du mal à comprendre. Dernière chose sur Lyon, j'ai du mal à comprendre pourquoi Garcia met Dembélé sur le banc. Pour moi, c'est incompréhensible. Dembélé a fait ses preuves, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. C'est un jeune attaquant encore prometteur qui peut progresser et le mettre sur le banc pour un 8e de finale retour. Je pense que ça lui sera préjudiciable. Que si Garcia reste en poste à Lyon, peut-être que Dembélé devrait quitter l'Olympique Lyonnais. En fait, je pense qu'il l'a mis sur le banc. Excusez-moi, juste. Je pense qu'il l'a mis sur le banc parce que je pense qu'il a dû être déçu de sa prestation contre le PSG. Et je pense qu'il a dû payer en fait sa prestation contre Lyon. Mais je pense qu'il aurait pu mettre Dembélé parce que je pense que Dembélé, ils auraient pu les mettre en difficulté. Et comme on a pu voir, je ne sais pas, il y a Adelaide, comment il s'appelle? Adelaide, c'est ça. Ils ont fait beaucoup de bien sur la possession de balle quand ils sont rentrés. Donc je pense qu'ils ont fait du bien quand ils sont rentrés. Et je pense que ça aurait pu être une option aussi de mettre Dembélé. Donc je suis d'accord avec ce que tu dis, Simon. Après, juste une dernière chose sur ce que Simon il dit. Moi, je pense qu'il ne met pas Dembélé parce que Dembélé, c'est un neuf, c'est un attaquant un peu de surface. Et je pense qu'il s'est dit quoi? Rudy Garcia, il s'est dit on va défendre bloc bas et on va contrer. Donc, Memphis Depay, bon, il a il court assez rapidement. Et il met Kartoko Ekambi parce que Kartoko Ekambi, il court plus vite que Dembélé. Donc, ils se sont dit quoi? On va contrer et il a besoin de vitesse. Et je pense que sur ce point-là, peut-être que j'aurais fait pareil. Peut-être que j'aurais fait pareil et que j'aurais mis plus Kartoko Ekambi ou peut-être Traoré. Hein. Traoré qui court vite. Mais ils n'ont pas eu autant d'occasions que ça. Hein. Donc je pense que c'est plus pour ça parce que Dembélé, tu le mets dans ce genre de match, il n'aurait pas touché beaucoup de ballons parce que tu ne joues pas haut. Donc ça aurait été un match comme contre Paris où il aurait joué des ballons au but, mais ça aurait pas été, il n'aurait pas été efficace. Tu vois. Donc je pense que moi, c'est la façon dont je le vois. En fait. Bon, les spécialistes, on va parler du deuxième thème, Real City. On a attendu comme le patron de la défense madrilienne, à l'absence de Ramos suspendu, Varane aura plombé les siens en commettant 2 bourdes. Les spécialistes, Varane a-t-il craqué d'entrée? Simon? Alors oui, certes, Varane a craqué, mais si je ne me trompe guère, il a encore 26 ou 27 ans, il me semble. Ouais, c'est ça. Il reste jeune pour un défenseur. Donc, oui, ce sont 2 bourdes qui lui sont imputables et qui aboutissent à l'élimination du Real. Mais peut-être que Varane, depuis 2 ou 3 ans, stagne au Real. Peut-être qu'il lui faudrait un nouveau défi. Alors, pourquoi pas se pencher dessus au Paris Saint-Germain? Moi, je pense que ce serait un bon remplaçant pour Thiago Silva. En plus, il est français. Donc, qu'en pensez-vous, monsieur? Ça peut être pas mal. Hein. Amadou, pardon. Amadou, vas-y. C'est vrai que Varane, il a dit lui-même, il est responsable de la défaite. Donc, je pense que déjà, avant le confinement, parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que Varane joue souvent avec Ramos. Donc, chaque fois que Ramos est absent ou suspendu, le Real, derrière, le paye très, très cher. Donc, franchement, déjà, c'est dire l'importance de Ramos. Et entre guillemets, quand papa Ramos n'est pas là, c'est un peu plus compliqué pour Varane. Donc, il a fait le job en Coupe du Monde. Il a été le taulier en Coupe du Monde. Mais derrière, il n'a pas confirmé. Parce que chaque fois que Ramos n'est pas là, Varane doit être le patron et en difficulté. Donc, moi, je ne doute pas de la qualité de Varane. Moi, je doute plus de sa qualité de leader, d'être un patron.
Et je pense que Varane Voilà, pour remplacer Thiago Silva, je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais voilà, il faut voir. Pour en revenir au match, donc c'est vrai que le Real Madrid était sur une bonne dynamique. Donc je pense que je ne donnais pas beaucoup de chance au Real Madrid avant le confinement. Après le confinement, je me dis que ça aurait pu être terrible pour City, mais il se trouve que voilà, que City c'est quand même une grosse équipe avec un potentiel offensif énorme. Ils se sont créés beaucoup de situations. Et pour moi, je pense que même sans les bourdes de Varane, je pense que la qualification est amplement méritée pour City. Et ça va être autre chose pour Lyon. Parce que là, je suis curieux de voir comment Lyon va faire pour stopper cette offensive de City. Parce que je pense qu'eux, ils font pas mal. On va laisser la parole à Aruna. Oui, alors, je rejoins à la fin de ton analyse, enfin la question que je me pose en tout cas. Parce que, ok, Varane il a fait les bourdes, hein, et ça aide pas une équipe comme le Real pour prétendre à gagner contre City. Mais au-delà de la bourde ou les bourdes de Varane, moi, globalement, je ne suis pas sûr que le Real était au niveau pour se qualifier contre City. Je pense que oui, Varane, il fait les bourdes qui n'aident pas le Real. Mais ok, j'ai peur que ce soit un cache-misère même sur le niveau réel du Real. Enfin, le niveau réel, pardon, du Real. Enfin, en tout cas, contre un City. Et si tu veux prétendre gagner la Champions League, c'est sûr que oui, il faut être bon sur toutes les lignes. Mais globalement, je pense que le Real, moi, je trouvais le Real plus faible, beaucoup plus faible que City, sur toutes les lignes. Juste que ce soit un cache-misère, en fait, les bourdes de Varane. Mamadou? En fait, je pense qu'on est un peu déjà avec Varane. Je pense que tactiquement, tu vois que City, ils ont travaillé leur match. Parce que quand tu revois les bourdes, en fait, il ne fait pas vraiment des bourdes. En fait, c'est que lui, il joue toujours de la même manière. Et en fait, il a été pressé d'une manière que, en fait, il a pas fait de bourde, c'est qu'il a pas assez. Il a un problème de manque de prise d'information, en fait, tu vois. Il s'est fait presser, il a mis la pression et il s'est trompé, tu vois. C'est plus ça qui lui est arrivé. Maintenant, moi, je vais dire un truc, c'est des choses qui arrivent, tu vois, c'est des choses qui arrivent. Le mec, on dit que, ouais, parce que Ramos, il n'est pas là, il est sans rien sans Ramos. Je pense que le mec, il a fait quoi? Il a plus de 10 ans de carrière, il a gagné 3 Ligues des Champions, il a été champion du monde sans Ramos. Je pense que ça peut. Il a une réputation d'être un mec un peu, tu vois, d'être un peu trop facile. Et je pense que ça lui joue des tours, tu vois. Mais je me dis qu'il a fait une bourde, ça peut arriver, c'était pas son jour. Malheureusement, c'est mal tombé. Mais je pense que ce qu'on dit, je pense qu'on est un peu sévère avec lui, tu vois. Je pense qu'on est un peu sévère avec lui. Encore une fois, il a gagné la Coupe du Monde sans Ramos. Voilà, quoi. C'est sûr qu'il est quand même fort. Nouvel? Ouais, je vais prendre un peu la suite là, de ce que disait Mamadou. Sur le deuxième but, bon, je pense que tout le monde a vu les buts. Sur le deuxième but, c'est une bourde. Allez, pour lui, il n'y a pas de problème dessus. Sur le premier but, en fait, il prend la balle et il cherche à relancer. Il attend qu'une solution arrive. Et en fait, les mecs de City, et ce que Pep Guardiola fait hyper bien dans le cadrage du terrain et tactiquement, c'est qu'ils coupent toutes les lignes de passe. Foden, Gabriel Jesus, Sterling et les mecs du milieu Gundogan. Ça, c'est des trucs que tu ne vois pas à la télé quand tu suis le ballon. Mais quand tu regardes du spectre plus large, pourquoi il attend? Parce qu'il n'a pas de solution. Il n'a pas de solution, il attend. Après, techniquement, il attend trop et il se fait piquer la balle. Et ça, c'est des choses qui arrivent. Dans ces instants-là, tu dégages, non? Tu dégages. Tu dégages le ballon. C'est Varane et c'est le Real. C'est pas Rudy Garcia et Deneyer et Marcelo. Hein. Respecte le Real quand même. Il y a 13 Ligues des Champions sur l'épaule. Hein. C'est pas la Coupe de la Ligue ou la Coupe Gambardella. Mais après, pour revenir au cas Varane, quand tu fais plus de 10 ans dans un club comme le Real et que tu es champion du monde, forcément, tu as une évolution en tant que joueur, en tant qu'homme. Et c'est vrai que quand tu as toujours besoin quand Ramos est là, il est plus calme parce que Ramos est là, il lui apporte une certaine stabilité intellectuelle et voilà, il est plus tranquille. Voilà, il n'y a pas de problème sur ça. Et quand il n'est pas là, il doit endosser ce rôle-là. Et aujourd'hui, on l'a vu sur 10 ans de carrière, il n'a pas ce profil-là, il ne peut pas le faire. On l'a vu encore sur un match de contre City, il ne peut pas le faire. Voilà. Et après, je pense qu'il y a une part de responsabilité aussi de Zidane. Moi, dans la compo, moi, tactiquement, sur les deux matchs, Zidane, il s'est fait bouffer tactiquement par Pep. Bon, ça, c'est pas un scoop. Après, Zidane, il a encore à progresser sur ce point-là. Mais moi, je pense que quand je vois la compo de Zidane, déjà, il est revenu à un basique
c'était l'équipe en fait sans Ramos qui avait gagné et Bale qui avait gagné la Champions League. Mais c'est des mecs qui avançaient pas. 3/4 de la saison, il a joué avec Valverde, là il remet Modric. Il met Eder Militao, mais il est nul lui, il est nul. Mais il fait descendre Casemiro et met Kroos en 6. Et comme ça, au niveau de la relance, déjà, tu as plus de possibilités. Parce que Casemiro, c'est pas un mec qui relance, c'est un mec qui sait couper les lignes de passe et mettre des coups, tu vois. Et même Casemiro, dans ce match-là, il n'a pas été bon comme 3/4 de son équipe. Mais c'est compliqué de mettre tout sur Ramos. Alors que moi, j'ai regardé ce match-là en premier. Hein. Le Real Madrid, à part le but de Benzema et une autre occasion, tactiquement, ils se sont fait bouffer. Ils n'ont pas trouvé les solutions tactiques. Et ça a été, il n'y a pas eu de discussion autant sur le match aller que sur le match retour. Ils se sont fait bouffer. La victoire, elle est logique et la qualification, elle est logique. Et d'un côté, je me demande, est-ce que je peux pas dire que Zidane, ce qu'il fait, c'est un garçon intelligent. Je me dis, est-ce qu'il n'a pas envoyé un message au président en disant, voilà, j'ai remis la même équipe, à part Rodrigo et Hazard. Voilà, avec cette équipe-là, on ne peut pas aller plus loin que les huitièmes. Donc, il fait passer une sorte de message de il faut qu'on recrute des joueurs parce que voilà, tu ne peux pas être le Real et pas avoir de troisième défenseur central top niveau qui puisse concurrencer Varane ou Ramos. Tu vois, tu ne peux pas jouer avec Carvajal tout le long de la saison. Là, il a mis Ferland Mendy. Casemiro, il n'y a pas de 6 de remplaçants. Kroos, Modric, voilà, ils sont arrivés un peu. Voilà, ça va être l'heure de faire le renouvellement. Isco, je comprends même pas pourquoi Isco n'a pas joué. Isco, voilà, mais Isco, Vinicius Junior, il a joué 3/4 de la saison, là il met Eden Hazard. Il y a des choses qui ont été. Après, ça arrive de rater un match. Hein. Zidane, il peut rater des matchs aussi. Donc après, je me demande, est-ce que c'est pas un signe qu'il envoie au président pour lui dire, voilà, moi je t'ai dit des choses il y a un an, tu sais pourquoi je suis parti. Mais ouais, le Real, ils n'ont pas vu le jour et la qualité sur les 2 matchs, elle est amplement méritée. Et je vois que City, ils ont appris des erreurs de Leinart, parce que j'ai vu beaucoup plus de maîtrise. Et après, je ne sais plus qui disait comment Lyon va jouer contre City. 3-5-1 ou 6-4-1 ou 6-4-0 et voilà, on va défendre et en espérant faire un exploit. Voilà, point barre, ça va jouer sur un match. Voilà, c'est tout. Il n'y aura pas de jeu. N'oublie pas qu'ils ont perdu contre City aussi récemment. Oui, c'est vrai. Après, c'est un contexte différent, Amadou, les matchs de poule et les matchs là, pas les retours, mais sur élimination directe, tu vois. Donc, on va voir. Je te dis, Nivin, juste pour dire, Nivin, tu as l'air un peu confiant, mais moi, je te dis, ce ne sera pas aussi simple que tu le penses, j'imagine. Oui. Après, je sais que ce sera pas rien n'est facile, tu vois, dans ces genres de matchs. Mais je ne crois pas qu'ils vont gagner 5 ou 6-0. Mais en fait, sur le process de ce que je vois de City et ce que je vois de Lyon, surtout en manque de rythme, tu vois, le manque de rythme. Donc, Lyon, ils ont joué 3 matchs et City, ils en ont joué une dizaine ou peut-être que 12. Donc, tous les indicateurs disent que City a un peu plus de chances de passer. En plus, peut-être qu'ils vont récupérer Kun Agüero aussi. Donc, ça te donne encore une cartouche de plus, tu vois. Donc, après, moi, j'espère, je ne vais pas vous mentir, hein. J'espère que tous les gens qui disent que Pep, il n'a pas gagné la Ligue des Champions parce qu'il n'y a pas Messi, que cette année, ça va aller au bout et qu'il y a beaucoup de personnes qui vont fermer leur bouche parce que les gens, ils regardent qu'en termes de résultats, ils ne voient pas ce qu'il a fait au Bayern, ce qu'il a fait au Bayern, c'est exceptionnel. À City, les gens ne regardent pas le contenu des matchs contre Tottenham. À la dernière minute, ils se prennent le but. C'est cruel. Sur le deuxième match, ils méritent de passer. Et Liverpool, le match à Anfield, là, le but de Leroy Sané là, qui marque et qui a pas hors-jeu. Nivin, on peut faire tous les matchs, Nivin, mais juste pour te dire, Messi a gagné la Ligue des Champions sans Guardiola, l'inverse n'est pas vrai. Pour l'instant. On va laisser la parole à… Attends, une mauvaise nouvelle pour toi, Nuvin, parce que voilà, l'autre fois, il y a quelques semaines, je vous avais dit que Lyon allait éliminer la Juventus. Tout le monde s'est moqué de moi sur ce plateau. C'est vrai. Et là, je peux vous le dire encore. Là, je peux vous le dire encore, Simon a témoin. On va laisser la parole à… Attends, Loïc. Attends, on va laisser la parole à Amadou. Attends que je le dise, comme ça tout le monde est à témoin. Lyon va éliminer Manchester City. Non. Et Guardiola à l'année prochaine. Voilà. Tout le monde a témoin. Simon a témoin. Je suis témoin. J'espère que tu auras raison, Loïc.
dernier sujet, c'est l'édito de Nuvin. Alors, l'édito de la semaine, quoi. Un moment qui vous a marqué pendant la semaine, quoi. On va essayer d'avoir Nuvin et les spécialistes de parler de leurs moments marquants de la Puis-je semaine. commencer? Ouais, Puis-je commencer? Ouais, tu peux commencer. La blessure de Tourelle. J'ai été mort de rire en lisant ça. Je croyais à un sketch, c'est quoi? Mais non, c'est réel, il s'est blessé, c'est tout de même dingue, ce club, c'est... Bon. Et du coup, c'est un signe de malédiction, quoi. Comment tu interprètes ça? C'est une malédiction, je pense. C'est comme si le PSG, enfin, c'est comme si le Parc des Princes avait été construit sur un cimetière indien, tu sais. En plus, c'est des gamins. Tu sais ce qu'ils ont mis? En plus, c'est sur le Sophie. Ils ont mis quoi? Ils ont mis Tuchel coulé. Ah, les gamins, c'est pas mal ça. Ouais, mais moi, Pas mal. moi je vois du positif dans ça. Ah oui? Je vois du positif. Tu sais, c'est comme Payet quand il a blessé Ronaldo contre nous en finale. On pensait qu'on allait gagner. Ah oui, c'est vrai. Plus que motivé, ça a plus que jamais motivé les autres. Bah, tu vas voir que les joueurs ils vont se défoncer pour Tourelle. C'est ça. Mais c'est ça. En plus, le gardien de l'Atalanta, Tuller, il s'est blessé aussi. Hein. Donc là, il y a une hécatombe de blessures depuis ce match-là. C'est un truc de dingue. Beaucoup de blessures, mais je pense que c'est lié au confinement. Forcément, ils n'ont pas joué pendant 2 mois. Donc, ça, c'est une explication. Je peux en faire un édito rapidement, juste rapidement, Oui. avant qu'il commence. C'est l'édito par rapport à Lewandowski. Hier, il est devenu le 4e meilleur buteur de la Ligue des Champions. Il a dépassé Benzema. Il a 65 buts, je crois. Il a 6 buts de Raoul, numéro 3, derrière Ronaldo et Messi. Donc, chapeau bas. Franchement, ça va être très compliqué contre le Barça. Il va être exceptionnel, je pense. Parce que 2 buts et 2 passes décisives, il a fait vraiment un match excellent. Toi, Nuvin, ton édito. Bon, moi, comme j'avais annoncé, hein, moi je vais faire mon édito. Tu fais sur la Juve. l'édito? Attends, alors juste un truc. Ouais. Juste un truc avant l'édito. Moi, les moments marquants de la semaine, c'est évidemment la nomination de Pirlo, qui est propulsé numéro 1 de la Juventus, sans expérience, avec un passé de joueur. Donc voilà, donc, on aime tous le joueur. Moi, je suis fan de ce joueur-là. Mais voilà, je ne sais pas si c'est forcément une bonne idée de propulser Pirlo comme ça, numéro 1 de la Juve, sans qu'il fasse ses preuves chez les amateurs. Voilà. Moi, Après, je vais revenir sur ça. Parce qu'en fait, la défaite de cette année et la défaite de l'année dernière, en fait, je pense que c'est des choses qui n'arrivent pas au hasard. Tu vois, depuis qu'ils sont remontés de Série B, franchement, la Juve, ils travaillent, ils ont structuré le club, ils ont travaillé hyper bien, nouveau stade, ils ont fait rentrer de l'argent. Financièrement, je crois que c'est l'un des clubs en Italie qui a le plus d'argent. Ils n'ont pas de problème sur ça, donc pas de problème. Après, au niveau de la politique sportive, ils ont commencé à recruter des bons joueurs, hein. Tevez, des Pirlo, des Pogba. Franchement, ils ont fait des très belles affaires. Ils ont construit quelque chose en allant en finale de Ligue des Champions, en recrutant à chaque fois des entraîneurs Allegri. Franchement, pas de problème. Après, jusqu'à l'année dernière, ils arrivent en fin de cycle avec Allegri. Bon, d'accord, il doit changer. Après, ils prennent Sarri. Déjà, ce choix-là, je ne l'ai pas trop compris, mais bon, ils prennent ce joueur-là, ils prennent cet entraîneur-là, pas de problème. Et après, leur politique de prendre des joueurs libres, Matuidi, Rabiot, Ramsey, Khedira, ouais, c'est bien. Mais toi, tu mets sur du court terme et tu gagnes la Ligue des Champions, qui est le trophée ultime pour eux, ça fait longtemps qu'ils courent après. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont allés chercher Ronaldo. Hein. On va pas se mentir, c'est pas pour gagner la Serie A, ils peuvent le gagner sans lui. Ils vont chercher pour ça. Mais après, il faut que tu ne sois pas, comme on disait au départ, sur une seule option. C'est-à-dire, si l'option Ronaldo ne marche pas, il faut que tu aies un plan B, un plan C pour avoir plusieurs flèches à ton arc. Tu vois. Et je pense que la Juve, depuis 2 ans, ils sont un peu fourvoyés sur ça. Et le choix de Ronaldo, eux, la Juve, ce n'est pas un club où ils mettent une seule star en tête d'affiche. Ça a toujours été le collectif d'abord. Et je pense que depuis 2 ans, là, depuis Ronaldo, ils ont
ils ont changé de cap. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que dans cette obsession de gagner la Ligue des Champions, ils se sont dit on va prendre Cristiano, ça va être un atout non négligeable, ce qui est vrai. Mais seul, même l'année dernière, ils sortent contre l'Ajax, mais il n'y a rien à dire. Ils sortent. Voilà, ils sortent. Il n'y a pas photo sur les matchs. Et l'interview de Marotta, le directeur sportif, il dit à la fin du match avant-hier, il dit il va falloir qu'on rajeunisse l'effectif. Ah, mais ça, tu le fais pas sur 1 ou 2 ans, tu dois faire sur déjà et il y a du taf, parce que Matuidi, Khedira, Abed Douglas Costa, il est tout le temps blessé, Higuaín, là c'est de l'argent que tu vas perdre parce que tu ne pourras pas revendre ces joueurs-là. Et le choix de Pirlo, c'est un choix qui économiquement ils n'avaient pas d'autre choix parce que là, Sarri et son équipe, c'est 25 millions. Ils doivent payer ces 25 millions. Donc, moi, je pensais qu'ils allaient prendre Pochettino, mais Pochettino, c'est cher. Et tu ne peux pas prendre un entraîneur de renommée, vu qu'au niveau des coûts économiques, ça va être compliqué pour eux. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont pris Pirlo. Et ils se sont dit, on va faire un pari. Mais comme disait Amadou, Guardiola et Zidane, ils avaient fait leur main avec l'équipe B du Real et du Barça. Et pour projeter Pirlo dans ce club, bon, il connaît la culture du club, il connaît les joueurs, c'est à double tranchant. Mais après, entre guillemets, qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Je pense que la Serie A, ça va se jouer l'année prochaine à 5-6 clubs. Et ils vont, vu que c'est la dernière année du contrat de Cristiano, et je pense pas qu'il va prolonger, donc ils vont tout miser sur la Champions League. Mais ça va être intéressant de voir comment ils vont essayer de renouveler déjà cette année en prenant 1 ou 2 joueurs. Mais voilà, quand tu prends Pjanic et tu prends Arthur, en termes de créativité, je vois pas en quoi tu gagnes. Hein. Franchement, je vois pas en quoi tu gagnes. Et la Juve, là, depuis 2 ans, j'ai du mal à voir la direction, alors qu'il y a des gens qui sont censés dans ce club-là. Les Nedved, les Marotta, c'est des gens qui font pas n'importe quoi. Donc, est-ce que l'obsession de gagner la Ligue des Champions, ça leur fait perdre un peu l'acte stratégique du club? Je sais pas. Franchement, je sais pas. J'ai des doutes dessus. Et on parlait de certains joueurs. On parlait de Ramos. On parlait de Varane sans Ramos. Est-ce qu'on va parler de Bonucci sans Chiellini? Parce que franchement, Bonucci, on va pas se mentir, hein. C'est catastrophique. Hein. Franchement, c'est catastrophique. On va laisser la dernière parole à Aruna, faire son édito. Alors, moi, l'édito, je voulais juste réagir rapidement en fait, à l'édito de Neville sur la nomination de Pirlo. Après, je comprends, Neville et Amadou, les questions que vous vous posez, s'il n'est pas trop Pirlo à ce niveau-là. Mais après, je pense que la Juve, ils vont repartir sur un nouveau cycle. Là, ils repartent peut-être sur un projet de construction. Et ils vont peut-être construire avec des anciens. Et notamment, alors, corrigez-moi si je me connais, mais je pense que Nedved, par exemple, il fait partie du staff de la Juve. Il est directeur sportif. Ouais. Directeur sportif. Est-ce que justement, ils ne vont pas s'appuyer sur ces anciens, justement de la Juve, et qui commencent à prendre petit à petit place dans le staff, et pour construire un nouveau cycle et partir de ça avec Pirlo. Ok, Pirlo, c'est ce qu'on verra, mais dans tout ce qu'on ne voit pas, les gens qui vont travailler dans l'ombre, et se baser sur les anciens et pour construire quelque chose de nouveau. Alors moi, je voyais plutôt l'idée de la nomination de Pirlo, je voyais plutôt dans ce sens-là. C'est de repartir sur un nouveau cycle. Et pour ça, s'appuyer sur les anciens de sa génération, qui intègrent petit à petit le club de la Juve. Mais une question à Aruna. Et puis, dommage qu'il n'y a pas Thibaut, parce que lui aussi s'y connaît bien en Serie A. Mais Aruna, ok, ils peuvent partir ils vont essayer de partir, oui, sur des nouvelles bases et puis tout ça. Mais quelle sera la différence contre eux et l'AC Milan qui avait essayé de faire la même chose et puis qu'ils ont complètement échoué, quoi. Ouais, après, c'est pas parce que l'AC Milan a échoué que la Juve va échouer. Après, oui, c'était des politiques. On prend tous les grands clubs, que ce soit la Juve, enfin, on parle de la Juve, mais que ce soit le Bayern, que ce soit le Barça, Manchester. En général, ces grands clubs-là s'appuient quand même sur les anciens. Je veux dire, après, je ne fais pas forcément de lien. Je comprends ta question, mais entre la Juve et le Milan. Et c'est pas parce que le Milan, c'est complètement bloqué que la Juve ne peut pas réussir. Enfin, pour moi. Loïc, moi, pour répondre à ta question, c'est que la différence, elle est énorme parce que la Juve, eux, ils ont une présidence avec la famille Agnelli qui est là depuis déjà très longtemps, même une décennie même. J'allais dire, ils sont là depuis le début du club, avec les arrière-grands-parents et tout. Et ils ont une structure stable, c'est-à-dire directeur sportif,
des présidents délégués, c'est des gens qui sont là depuis 5, 6, 7 ans. Donc ça ne change pas tous les ans. Tu vois, au Milan, ils sont en train de vendre le club à des Chinois. Après, il y a des parts qui sont. Tu vois, c'est pas 100% Depuis du club qui appartient Berlusconi, là, depuis à une même Berlusconi, personne. Depuis Berlusconi, exactement. Voilà, exactement. Donc, il y a des luttes de pouvoir en coulisses, ce qu'il n'y a pas à la Juve. Ce qu'il n'y a pas à la Juve. La Juve, c'est un club qui est stable. C'est-à-dire qu'on n'entendra jamais un autre vendre le club ou quoi que ce soit. Ça, c'est même le changement d'entraîneur. Ils ont annoncé le limogeage de Sarri et dans la foulée, ils ont annoncé la prise de fonction de Pirlo, comme le Bayern. Le Bayern, ils virent Ancelotti, ils prennent Flick, ils virent un truc. Et il y a pas ils vont pas galérer pendant 6 mois. Comme ils ont pris Pep Guardiola 6 mois avant, tu savais que c'était lui. Tu vois, il n'y a pas de. Dans ces clubs-là, ça ne tergiverse pas. Ils savent comment il faut faire et c'est carré. Après, j'espère que pour eux. Après, je pense que c'est plus le fait de prendre Pirlo, c'est plus une histoire d'argent. Parce qu'ils ont mis beaucoup d'argent sur Cristiano et ça remplace aussi les transferts et plein d'autres choses. Donc, on va voir. Franchement, j'ai peur que ce soit l'année prochaine une année un peu blanche, tu vois. Parce qu'on retrouvera un effectif. C'est compliqué. Vas-y, Mamadou. En fait, ça répond à ta question pourquoi ils prennent des joueurs libres, en fait, tu vois, parce que quand tu mets 90 millions sur Higuaín et 100 millions sur Ronaldo, plus le salaire qu'il a, forcément, ça te limite les options en termes d'achat. Donc, eux, je pense qu'ils ont fait une politique. Ils ont misé tout sur la Ligue des Champions. Ils ont fait des paris, ils ont pris des risques. Et je pense que pour l'instant, ça ne paye pas, quoi, tu vois. Et tu vois la régression du club, tu as juste qu'à regarder. En 2014, dans le milieu, il y avait quoi? Il y avait Vidal, Pogba, Marquisio, Pirlo, Tevez, etc. Aujourd'hui, tu as des Pjanic, tu as des Rabiot, etc. Rabiot, tu as Matuidi. Et tu n'as personne sur le banc, quoi. Tu n'as personne du coup. Et je pense que ça explique un peu tout, quoi. Moi, la question que je me pose justement, c'est que moi, je suis d'accord avec tout ce que vous dites. Après, là, juste un fait particulier. Donc voilà, la question, c'est déjà, je suis curieux de voir ce qu'elle fait Odena avec Pirlo en termes de jeu. On sait que c'est un beau joueur, mais ce n'est pas forcément un bon entraîneur. Mais surtout, est-ce qu'il va avoir le temps? Est-ce que les supporters seront patients? Donc j'espère, parce que comme ils connaissent Pirlo, je pense que voilà, il y a le côté beau joueur qui est respecté, je pense qui joue en sa faveur. Après, voilà, la question, c'est quand les résultats ne sont pas là, ça peut aller très vite aussi. Donc, je ne compare pas, hein, mais on l'avait avec Thierry Henry quand il est venu à Monaco, et les résultats n'étaient pas là. Il a été... Après, voilà, le club est structuré différemment. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va lui donner du temps à Pirlo si les résultats ne sont pas là? Après, je pense que tout dépendra aussi de la politique du club et de la communication qu'ils vont faire autour de ça. Ça dépend des objectifs qu'ils vont fixer à Pirlo et publiquement. Est-ce qu'ils attendent un retour sur investissement d'ici 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans? À mon avis, ça, ce sera la base de cette politique-là et la communication que le club fera autour de ça. Et en fonction de ça, les gens ils seront conscients ou pas envers Pirlo. Moi, j'ai une question pour toi, Amadou. Comment t'expliques le fait des changements de direction? Parce qu'au début, il a voulu prendre il a voulu faire comme Zidane, etc., prendre le temps de se former. Et puis d'un coup, genre 1 mois après, il est propulsé en tête de l'équipe première. Tu vois, je comprends pas trop la cohérence en fait de son choix. Xavi, il a dit non, il pouvait pas y aller. Il préférait encore attendre. Et lui, il est parti directement, alors qu'il avait prévu de se former. Justement, d'un côté, il reconnaît qu'il ne connaît pas trop, et d'un côté, moi, je pense que au départ, c'est comme si, par exemple, on te propose un poste, parce que moi, je mets à la place de Pirlo aussi. C'est vrai que moi, si je suis Pirlo, je commence par la série C, etc. Mais en même temps, c'est une opportunité énorme pour Pirlo aussi. Tu vois, donc en même temps, c'est un sacré défi. Donc Pirlo, on sait que c'est un compétiteur. Donc je pense que lui, à la base, il voulait dans un premier temps commencer avec les U23. Mais en même temps, il a une opportunité en or. Donc moi, j'ai envie de lui dire, mais vas-y, fonce, quoi. Tu vois ce qu'il a, tu vois. Donc moi, je pense que si je suis Pirlo, je pense que j'accepte de relever ce gros défi. Mais je pense que s'il y a un gros échec à l'arrière, tu vois pas que sa carrière d'entraîneur sera. Non, il retournera avec l'U23. Il retournera avec l'U23, tout simplement. Non, mais je veux dire, c'est que je pense que lui, s'il passait U23, il aurait eu sa chance forcément. Tu vois, là, c'est pas le prix de. Il aurait eu sa chance forcément. Ouais. Mais là, il peut se griller, quoi, en fait. Bon, voilà, peut-être que c'est l'entourage qui mettront à côté de lui. Enfin, c'est l'environnement qu'ils vont créer à côté de lui pour qu'il réussisse, quoi. À mon avis, ça va être ça, le défi. C'est sûr que lui tout seul, ça va être compliqué. Bon, les spécialistes, c'est la fin de l'émission. Merci à vous et aussi merci à Simon aussi de nous joindre sur le bilan.
Et à la prochaine édition, quoi. Le 12. Atalanta. Aïe, mercredi. Mercredi. On va revenir sur les quarts de finale. On connaîtra des demi, je pense, que d'ici là. Donc, on va voir si Loïc, tu as eu. Parce que là, tes propos avec la Juventus, je ne peux pas accepter ça. Est-ce qu'on a le temps de faire rapidement des pronostics pour la suite? Ouais. Ouais, rapidement. Pronostic de tout le monde. On va commencer avec. Bon, qui va passer quoi? Qui va passer dans les 4 demi-finales? Bah, commence, Mamadou. Mamadou, commence. Moi, j'aimerais bien savoir, Nivi, notre Bayern et Barça, tu mets qui, toi? Moi, je mets les pieds sur le Bayern. Le Barça, c'est faible. J'ai toujours dit. Le Barça, c'est très faible. Et on l'a vu contre Naples encore. Si Naples marque, ça peut changer. Bayern à fond. Bayern, City. Allez, Paris Saint-Germain. Et l'autre match, c'est quoi? Leipzig, Atletico. C'est Atletico, ouais, Leipzig. Et allez, l'Atletico, parce qu'ils ont l'expérience. Moi, pareil, ça, je mets Barça. Messi, c'est Messi, quoi. Ce serait bien noté contre un bloc, mais Messi, c'est Messi. Toi, le supporter numéro 1 du Bayern. Messi. Je suis étonné. Franchement, Nivine, c'est 50-50, tu vois, 50-50. Mais j'aime trop de la. Franchement, moi, je suis indécis, tu vois. Je suis indécis parce que ce sera un bloc, une équipe carrée contre une individualité, tu vois. Ce sera ça, comme ça, je vois le match. Mais je dirais Bayern, mais bon, juste pour contredire, je dirais Barça. Pour les spécialistes, on va parler de tout ça le mercredi. Ok. Moi, juste, moi, je suis comme Nevin. Moi, je vois le Bayern passer contre le Barça. Désolé, Mamadou. Bayern, City, Paris et Atletico. Par contre, Paris, je suis indécis. C'est bizarre. Mais PSG, je me pose des questions. Merci en tout cas. Bon, merci, Santé. Merci les spécialistes. Bon, Allez, bonne soirée. mercredi.